Sénégal. Bonsoir à vous. Bonsoir Néné, c'est un plaisir d'être là et pour la première fois sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Nous sommes comme tous les soirs avec Abdoulaye Mbow. Bonsoir à toi Abdoulaye. Bonsoir Néné, bonsoir à M. Dieng, bonsoir à M. Abdoulaye et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Alors ce soir, nous parlons politique. On le sait, l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental a soutenu à l'occasion du sommet virtuel sur la limitation des mandats en Afrique que cette question du troisième mandat est en tout cas dépassée ici au Sénégal. Alors si on devait analyser les propos de la présidente Aminata Touré, qu'est-ce qu'on devrait retenir face à ces propos? Et surtout par rapport à la situation justement ici au Sénégal. D'abord, je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et je confirme, comme je l'ai toujours dit, que c'est un non-événement. Parce que j'estime que parmi les 16 millions de Sénégalais, il n'y a qu'une seule personne qui est intéressée quand on parle du troisième mandat. Donc c'est à lui de se prononcer. Aucune autre personne n'a le droit de se prononcer. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça, c'est clair. Mais quand on voit justement ce président de la République qui avait soutenu le 31 décembre 2018 qu'il en était, que si jamais il serait réélu, il en serait à son second et deuxième mandat. Et puis, c'est ce même président de la République qui a également soutenu qu'il n'allait pas se prononcer sur cette question, le fameux ni oui ni non. Ça également... Mais il de la même chose que les autres ont la liberté de dire ce qu'ils pensent, il aussi il a le choix de dire ce qu'il pense par rapport à une question qui n'intéresse que lui. Et intéresse aussi les populations. Non, justement, le moment n'est pas venu. C'est au moment où des investitures, des choix que ça se posera. Vous savez, en 2012, ce qui s'est posé, on l'a bousculé jusqu'à ce qu'il a dit l'irréparable. Je pense que le président Macky Sall, ce qui fait sa particularité, c'est sa maturité dans la direction politique, c'est sa maturité dans la gestion de ce que les Sénégalais lui ont confié, qui est de mener un deuxième mandat autour d'un programme bien précis. Et ensuite, le respect qu'il a pour les Sénégalais. Parce que cette préoccupation-là n'a jamais été la préoccupation des Sénégalais. C'est la préoccupation de certains politiciens qui ont des difficultés, qui ne savent pas, qui veulent déplacer le débat des Sénégalais, alors que le débat des Sénégalais, c'est le développement économique et social du Sénégal. D'accord. Alors, je vais revenir parce qu'il y a quand même certains actes que le président de la République a eu quand même à poser qui sèment le doute dans la tête des Sénégalais. Justement, comment est-ce qu'on peut analyser cette question du troisième mandat ici au Sénégal? On ne peut absolument pas dire que c'est l'affaire d'une seule personne. Macky Sall est à la tête du Sénégal, il est à la tête de 15 millions de Sénégalais, il décide pour eux. Nous sommes un pays avec une diplomatie, avec des engagements. On ne peut pas enfermer ce pays dans cette instabilité-là. Et les bailleurs et les partenaires vont se dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer au Sénégal dans 2 ans, dans 3 ans? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que le président de la République a déclaré urbi et orbi que c'est fini pour lui. Ce qu'on sait, c'est que le président a écrit dans son livre qu'il ne fera pas de troisième mandat. Ce qu'on sait, c'est que le président a été élu sous le régime d'une constitution. Il a voté pour une nouvelle constitution. La constitution sur laquelle il a été élu avait déjà inclus la question de la limitation des mandats. La nouvelle constitution inclut la limitation des mandats. Donc pour nous, il est totalement clair que cette question-là ne se pose pas. Macky Sall ne fera pas de troisième mandat. Et on se réjouit que Mme Mimi Touré, qui est une femme de cran, puisse poser cet acte-là. Quand le président dit que lui ne va pas se prononcer parce qu'à partir de là, personne ne va plus travailler, les ministres vont commencer à penser à la propre personne, on va enfermer ce pays dans un contexte politique permanent, je pense qu'il fait appel à une certaine irresponsabilité pour dire que la classe politique, son parti, ses responsables, ses ministres sont irresponsables, immatures au point où de ne pas savoir faire la différence entre ce qui consiste à servir l'État au quotidien et servir un président. Mais est-ce qu'on peut prendre ces propos comme ça également? Oui, je pense que l'interprétation qu'on peut en avoir, c'est ça. Si je dis maintenant que je ne ferai pas de troisième mandat ou que je vais en faire, on va travailler. Par contre, ce qui est justement, peut-être qu'il a juste voulu faire comprendre qu'il a eu à se prononcer sur cette question. Attention, Néné. Un cycle présidentiel, il est ouvert par l'élection présidentielle. On a fait l'élection présidentielle. On aurait dû aller à des élections locales et faire des élections législatives. C'est la suite de l'enjeu des élections présidentielles. Puisque la majorité qui va se dégager, c'est la majorité du président ou contre le président. Les élections locales après le Haut Conseil. Mais là, actuellement, on est en train de nous enfermer dans un cycle où les élections législatives à venir, ou éventuellement les élections locales, sont faites pour préempter ou une parenthèse nouvelle par rapport à 2024. Mais qu'est-ce qu'on fait du cycle 2019-2024? Les besoins de nos Sénégalais sont là. Oui. La Covid nous a rappelé l'importance qu'il y a à travailler sur les services sociaux de base. Il faut travailler pour les Sénégalais et ne pas nous enfermer dans un cycle mort. On a l'impression que 2019-2024 n'existe pas. Ce qui est actuellement, tout ce qu'on fait, c'est pour 2024. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Oui, mais on a quand même envie de dire que même les politiques tombent dans ce piège-là et on va y revenir par rapport à certaines alliances. D'où l'importance qu'il y a pour le président à être
être transparent, à être clair. Je ne suis pas candidat à un autre mandat. Nous sommes dans un cycle qu'on ouvre qui est un cycle de réforme du pays. Vous avez écouté le président lors du lancement du PAP 2 qui disait à son ministre de la Santé, vous avez bien travaillé sur la Covid, mais il y a des réformes dans le secteur. Je ne mettrai pas de l'argent si vous n'avez pas réformé. Réforme des pharmacies et des pharmacopées, réforme du personnel de santé, réforme des marchés des produits pharmaceutiques. Ce pays a besoin de réformer. J'ouvre une parenthèse qui est la parenthèse de la réforme du changement de fonds pour préparer le Sénégal demain pour un autre président. Je pense que c'est ce que l'on doit dire, pas de la politique politicienne. D'accord, alors Abdoulaye. Je crois bien que le débat autour du troisième mandat au Sénégal a commencé dès l'instant qu'il y a eu des propositions qui avaient été faites dans le cadre de l'organisation de la tenue du référendum de mars 2016. Pourquoi? Parce que tout simplement, lors justement des différents points mis en branle par l'ancien ministre qui était là, M. Ismaïla Madior Fall, et pratiquement les ministres et représentants, en tout cas élus, qui ont justement, qui sont allés dans le sens de convaincre les Sénégalais de voter oui, justement, pour justement l'instauration des points inscrits dans le cadre des révisions constitutionnelles. C'est à partir de ce moment que le débat autour du troisième mandat a été lancé au Sénégal. Dans la mesure où le président lui-même disait qu'avec cette réforme, effectivement, le Sénégal ira dans le sens de verrouiller systématiquement et pour de bon, justement, la problématique des trois mandats. Alors pourquoi on en parle alors aujourd'hui? Cette question a été réglée depuis 2016. Oui, je maintiens mes propos. En fait, c'est là où je vais en venir. Et quand on a voté, effectivement, M. Abambaye parle de nouvelle constitution. Moi, je refuse même que l'on parle de nouvelle constitution. Parce qu'il n'y a pas une nouvelle constitution, parce que c'est toujours la constitution de 2001 qui est toujours de rigueur et de vigueur. C'est parce que c'est passé en 2001. Oui, il y a eu des questions inscrites, justement des questions constitutionnelles votées par les Sénégalais lors de ces référendums qui sont inscrites dans cette constitution. Et la constitution, l'article essentiel qui nous intéresse, c'est l'article 27. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. La durée du mandat est de 5 ans. Mais je rappelle, quelle que soit l'interprétation qu'on peut lui en donner, parce qu'il y a des ténors de la paire aujourd'hui qui ont soulevé le débat, qui crient urbi orbi que le président peut effectivement faire un troisième mandat. Et ça, je crois bien que ce ne sont pas des politiciens appartenant à notre bord, à une société civile alerte, à des citoyens alertes. Ce sont des responsables au sommet de l'État, des ministres, des directeurs généraux, des présidents de conseil d'administration et des avocats encagoulés politiques, justement, qui suscitent ce débat, qui soulèvent ce débat. Aujourd'hui, plus que jamais, moi je me réfère, tu as l'habitude de me dire, mais attention aux nuits, non, j'ai l'habitude de te dire sur ce plateau qu'au soir du 31 décembre 2018, le président de la République, devant Ismaïla Madior Fall, devant Mohamed Boun Abdallah Dionne et devant plusieurs ministres et devant les médias sénégalais avaient soutenu ceci. Si les Sénégalais me renouvellent leur confiance en 2019, j'en serai à mon second, autrement dit mon dernier mandat. Je crois bien que c'est très clair et moi je lui prête justement cette bonne foi, cette bonne intention dans la mesure où il avait soutenu que nous ne pouvons plus être dans un cycle de débat autour d'une éventuelle troisième candidature. Oui. Maintenant, on parle même de troisième mandat. Mais là, il faudra, du point de vue de la sémantique et du point de vue de l'approche rhétoricienne, revenir en arrière et dire troisième candidature. Parce que le troisième mandat, encore une fois, dépendra du choix démocratique des Sénégalais, mais à condition que le processus également soit transparent. Et c'est là où j'invite les acteurs politiques et la société à travailler. Autrement dit, c'est avoir un audit, un fichier électoral fiable, viable, et avoir une évaluation du processus électoral clair, transparent, inclusif et participatif, afin que le Sénégal puisse démontrer à nouveau que c'est un pays de démocratie majeure, parce que il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a justement à côté un pays que l'on appelle les îles du Cap-Vert et qui avait énormément de ressortissants qui venaient émigrer au Sénégal. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que le Cap-Vert est en train de faire des bons culminants pour atteindre l'émergence et le Cap-Vert fait des alternances régulières sans tambour ni trompette. Autrement dit, même si vous ne suivez pas leur actualité, vous ne serez pas au courant que le Cap-Vert vient d'élire un président. Là, le Sénégal véritablement a été dépassé et longuement dépassé. Donc, il nous faut revenir véritablement à l'orthodoxie pour bâtir à nouveau une démocratie forte, mais une démocratie viable. C'est important. En tout cas, on a foi au propos du président de la République tenu le 31 décembre 2018.
2018, mais également il y a d'autres actes peut-être que vous allez nous expliquer, Monsieur Dieng, parce qu'on a vu quand même par rapport à ses proches, si quelqu'un se prononce sur cette question soutenant que le président de la République n'a pas le droit à un troisième mandat, il est tout simplement démis de ses fonctions. Alors comment justement on peut analyser ces faits-là, ces actes-là qui quand même sèment le doute dans la tête des populations? Alors, je veux d'abord commencer avant de répondre à votre question. Je pense qu'en politique, oui, les jeunes sont dans la précipitation. Ils ne comprennent pas que la politique, elle se structure autour d'une conviction, d'une démarche et d'un choix délibéré de chacun. Le référentiel, c'est 2012. Si vous étiez là et que vous avez suivi comment on a poussé Abdoulaye Wade à aller à des extrêmes, je pense que Macky Sall était là, il a suivi, il était acteur, il a développé son action, il a gagné les élections, il sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc ce qu'il a dit, non seulement c'est très clair, qu'il n'est pas dans le temps de discuter d'un troisième mandat. C'est une question qui n'a pas, pour lui, n'a pas de sens même. C'est très clair. Et il a instruit à ses partisans de ne pas en parler. Mais je dis que moi, je suis discipliné, je suis dans un parti, c'est que le parti décide, je le fais. Parce que si je n'étais pas convaincu, je n'allais pas être dans ce parti et tout le monde me connaît. Oui, mais justement, c'est ce qu'on ne comprend pas. Attendez, je vais venir. Il est à son dernier mandat, donc pourquoi ne pas carrément être explicite et très clair sur cette parce question? Que le débat, il y a une histoire dans ce problème de troisième mandat dans ce pays. Pendant que le troisième mandat s'est posé avec on n'a plus jamais travaillé. Oui, parce que lui, il voulait un troisième mandat. Non, mais c'est pas au début, c'était pas clair du tout. Attention, il y a une évolution. Il y a une évolution. Et c'est ça qui a amené les situations, toutes les situations qu'on connaît. Il y a eu des morts dans tous les sens, même avant même que la question de l'élection ne se pose. Je pense qu'il faut laisser la liberté à celui qui est la seule personne intéressée, qui doit dire et parler le choix qu'il a fait. Ah non, c'est la seule personne qui est intéressée. Ah oui, parce que les gens confondent beaucoup de choses. Le président Macky Sall, il est élu par les Sénégalais. Mais il a été choisi candidat par un parti, par une coalition, aujourd'hui par une mouvance. Donc, la dimension Macky Sall, par rapport à ces différents aspects, pèse sa valeur. Donc, il est lié à un parti, il est lié à une coalition, il est lié à une mouvance. Laissez-le faire son travail pour lequel il est élu pour le deuxième mandat. Et c'est sur ça que les Sénégalais vont le juger. On ne va pas le juger sur le fait d'avoir dit je fais, je ne fais pas. Il faut que les gens comprennent en politique ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel n'est pas le débat politicien. Que l'opposition, qui ne sait pas où elle doit se positionner, cherche. On ne les autorisera pas, on les donnera pas l'occasion d'installer ce pays dans une élection 3 ans ou 4 ans avant le jour J. La question qui se pose, s'ils ont des engagements politiques ou bien des choix politiques à faire par rapport à ce qu'on est en train de faire sur le terrain, pour l'intérêt des Sénégalais, qu'ils se prononcent par rapport à ça. S'ils n'ont rien à dire, ils n'ont qu'à faire ce que les autres ont fait. Ils ont compris que le président Macky Sall est dans la bonne voie. Ils ont compris que le président Macky Sall est en train de construire ce pays. Ils ont pris leur bagage, ils sont venus s'amarrer au bateau dans lequel tous les Sénégalais qui veulent développer ce pays se sont embarqués. C'est très clair. Ces gens-là, aujourd'hui, qui nous ont rejoints, mais c'est eux qui disaient exactement la même chose qu'ils disent aujourd'hui. Mais parce qu'ils ont compris, ils ont regardé que ce qui est important, d'abord, c'est la vision du président. Ensuite, ils ont compris que ce qui vient, c'est le programme, le plan Sénégal émergent, que personne n'ose critiquer, parce qu'il va en profondeur dans sa substance, aussi bien quantitative que qualitative, pour l'intérêt des Sénégalais. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la stratégie politique du président. D'accord. Les réformes et l'ouverture. Laissez-moi développer, parce que c'est ça qui est essentiel. Moi, l'essentiel, ce n'est pas ce débat-là. L'essentiel aujourd'hui les questions sur lesquelles les Sénégalais doivent se prononcer, c'est par rapport à ce qui est en train d'être fait, par rapport à la situation de ce pays, qui exige de chacun d'entre nous une position nouvelle pour aller vers l'avant. Vous allez même parler des alliances. Comment est-ce qu'on peut analyser également ces alliances autour du président de la République à l'instant où on parle de relance économique? Mais parce qu'on est en politique. La politique a une dimension dynamique que celui qui n'est pas politique mais qui est politicien ne peut pas comprendre. Je suis le seul qui a toujours défendu que moi je ne crois pas à la transhumance. La transhumance, tu ne le trouveras dans aucun lexique politique. J'ai fait la politique depuis l'âge de 13 ans. Dans aucun lexique politique, tu ne trouveras de la transhumance. La transhumance est une création sénégalaise. Et celui qui la chante, c'est celui qui reçoit. Celui qui la critique, c'est celui qui perd. C'est ça la théorie de la transhumance dans ce pays-là. Il faudrait qu'on arrête de faire croire aux gens
qu'il y a une étanchéité entre les partis politiques au Sénégal. Aucune étanchéité, ni idéologique, ni organisationnelle, ni politique. Oui, mais c'est le président de la République qui parlait de rupture également par rapport à cette... Mais la rupture, c'est quoi? La rupture rejette l'unité, rejette les retrouvailles. Mais nous avons besoin dans ce pays-là de nous retrouver. C'est essentiel. Ne vous faites aucune illusion. Tant qu'on ne se retrouvera pas, il a parlé du Cap-Vert. Qu'est-ce qui fait la force du Cap-Vert? C'est l'unité qui a été structurée autour d'une ambition claire. C'est ça qui a fait aujourd'hui que le Cap-Vert est en train d'émerger. On a besoin de ça dans ce pays. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que le président de la République doit rassembler le maximum possible. Parce que ce pays nous appartient tous. Et chacun a une idée pour la construire, pour la refaire. Quitte à réduire l'opposition à sa plus simple expression. Quelle est la valeur d'une opposition si elle sent que celui qui est là travaille pour le Sénégal et l'intérêt des Sénégalais? Quelle est sa valeur? Alors, justement... Ceux qui ne veulent pas de ça, ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont qu'à continuer leur chemin. Quelle est la valeur aujourd'hui de l'opposition? C'est encore une question. Nous, on ne peut pas construire l'opposition. C'est à eux de construire l'opposition. C'est une question philosophique. Vous savez, nous, on est des hommes de conviction. Nous sommes dans un parti qui s'appelle le Parti Socialiste. Quand on a perdu le pouvoir, nous, on est resté 9 ans sans aucune fonction. De 2000 à 2009, aucun socialiste n'a occupé de poste. C'est en 2009 qu'on a regagné toutes les mairies. Donc c'est là où les gens ont récupéré. Je ne peux pas comprendre en moins de 7 ans que tous les libéraux aillent se retrouver. Mais bon, ça, c'est pas un débat important. Et d'ailleurs, pour moi, il ne faut pas se tromper de cycle. La référence, ce n'est pas 2012. La référence, c'est 2007. Abdoulaye Wade gagne au premier tour. On dit que les élections ne sont pas bien passées. On boycotte. Après, on réussit à mettre en place les assises nationales du Sénégal. Les assises nationales ont créé un basculement. Et on sort avec Benno Siggil Sénégal. On va au local, tout le monde gagne. Y compris Macky Sall, qui venait d'arriver. Sur ce cycle-là, si on avait eu un seul candidat à Benno Siggil Sénégal, Macky Sall ne serait pas élu. Mais par la grâce de Dieu, il est élu. Il est à la tête du pays. Et pas d'accord avec vous. Hein? Donc la référence de base, c'est pas 2012. Vous avez échoué. La référence de base, on n'a pas échoué. C'est une affaire de génération. Il parle des jeunes. Qu'est-ce que les adultes ont fait? Aujourd'hui, quand on a 100 000 jeunes qui arrivent dans le marché de l'emploi, quand on a des jeunes qui se jettent dans l'océan, aujourd'hui, ça interpelle une génération qui n'est pas la nôtre. Donc, il ne faut pas se tromper de référence. Alors, les Français disent chat échaudé, craint l'eau froide. Macky Sall avait déclaré ici, Urbi Orbi, qu'il allait réduire son mandat. Il l'a déclaré partout. C'est pour ça aujourd'hui qu'il y a un doute. C'est pour ça qu'aujourd'hui les gens sont inquiétés. Et au finish, il n'a pas réduit son mandat. Il nous a surpris avec un référendum. Aujourd'hui, ce qu'il est en train de mettre en place... Est-ce qu'on peut avoir un doute? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle également de constitution, quelle image ça renvoie? Si aujourd'hui, nous, Sénégalais, on a un doute par rapport justement à cette constitution. Quand le Conseil constitutionnel élimine mon candidat à l'élection présidentielle, en me disant que, en utilisant l'article 131 pour dire que mon candidat ne peut pas s'inscrire sur le fichier électoral, alors que le dossier de candidature de mon candidat comporte sa carte d'électeur. Je ne fais pas confiance à ce Conseil constitutionnel-là. Aujourd'hui, ce que Macky Sall est en train de dérouler, on arrive à le lire. Hein. Il commence par instaurer la peur. C'est-à-dire, ne sont autorisés à parler que ceux qui sont d'accord avec le troisième mandat. Tous ceux qui ont déclaré le contexte sont fait éjecter. Deuxième acte politique... Ça ne concerne que nous, ça ne vous concerne pas. Parlez-en autant que vous voulez. On est dans une émission d'analyse. On analyse... oui, mais non, mais parce que tu n'es pas membre de la paix à ce que je sache, ni la membre de la coalition. Donc tu n'as pas apprécié nos positions. Nous sommes libres d'avoir les positions qu'on veut. Je dis la situation politique. Deuxième acte, il met en place un cadre politique. Aujourd'hui, quand Modou Diagne Fada déclare que la famille libérale est en train de se reconstruire autour de Macky Sall, à quelle fin? On a besoin de comprendre. Aujourd'hui, il est en train de... Et là... Peut-être parce qu'il y a une situation de Covid-19, on a bien envie de se retrouver pour peut-être relancer l'économie et s'intéresser sur les questions. Aujourd'hui, tu as l'AFP qui déclare qu'ils ont un candidat en 2024, AJ qui déclare que la question du troisième mandat n'existe pas. Aujourd'hui, on est dans une tectonique politique qui fait que les forces sont en train de bouger. Après, il y a tous ces soi-disant grands projets qu'on est en train de nous sortir pour après nous vendre l'idée que le Sénégal est en train d'évaluer. Bon, on ne sait pas si c'est le Sénégal ou c'est que Dakar, pour après dire qu'il faut prolonger sur un troisième mandat. Nous ne sommes pas dupes. Nous, ce qui nous intéresse, nous, c'est que nous sommes en train de nous organiser. Ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'à ce moment précis-là, nous apporterons la réponse qu'il faut et nous mobiliserons les Sénégalais autour de cette question du troisième mandat. Puisque moi, je n'ai aucune rancœur ou haine contre Macky Sall. Au contraire. Ça veut dire quoi? Que vous allez peut-être contraindre le président de la République à se... Moi, je trouve qu'il faut rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que Macky Sall, il ne faut pas l'analyser simplement sur les 12 ans qu'il va faire. Macky Sall a fait 8 ans chez les libéraux. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que ce monsieur-là est à la tête du pays ou est au cœur des décisions essentielles qui en font l'état de ce pays. Je pense que ça suffit. Vous savez, c'est le président Nicolas Sarkozy qui a introduit la limitation des mandats en France en 2006. Et dans son dernier essai, en tempête, il justifie cela.
en disant que nos démocraties sont soumises à une telle pression qu'un président à lui tout seul, prenez le cas d'Emmanuel Macron, ça fait 3 crises qu'il enchaîne, une crise financière, une crise sanitaire. De cette, rapidement, le président est essoufflé. Et c'est important pour les pays d'avoir un souffle nouveau. On ne peut pas enfermer un pays en nous disant que s'il n'y a pas Macky Sall, personne d'autre ne peut prendre en compte l'avenir de ce pays. Je pense que c'est un non-sens absolu et il appartient à notre pays de produire de leadership nouveau, de se donner le souffle et de trouver la force d'avancer. C'est ça qui est essentiel. Est-ce que ce débat sur cette question du 3e mandat a son lieu d'être, Abdoulaye? En fait, quelque part oui, quelque part non, pour paraphraser le président Macky Sall. Mais dans tous les cas, on ne peut pas ne pas parler du 3e mandat. Aujourd'hui, il y a un monsieur qui l'a rejoint, c'est Idriss Seck, qui occupe la tête du Conseil économique, social et environnemental, qui a été le premier ici au Sénégal à commettre un avocat du nom de Carcassonne pour justement, effectivement, indiquer au président Abdoulaye Wade qu'il ne pouvait pas se présenter. Alors que l'interprétation pouvait être beaucoup plus exhaustive, dans la mesure où en 2000, le président Abdoulaye Wade avait été élu sous le prisme de la Constitution de 1963. Il y a eu le référendum de 2001, l'adoption d'une nouvelle constitution dans laquelle on parlait déjà de la limitation des mandats. Vous voyez, il y a cette interprétation poussant certains juges à parler de non-rétroactivité ou de rétroactivité de la loi. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est la même Constitution de 2001 qui est toujours de vigueur, qui est toujours de rigueur. Mais ce débat ne devrait même pas pouvoir se poser ici au Sénégal quand on sait que le président Macky Sall fait partie de ceux-là qui ont combattu la 3e candidature de Maître Abdoulaye. Quand on sait que le président Macky Sall, directement ou indirectement, avec justement les ténors socialistes que sont Feu Ousmane Tanor Dieng, Moustapha Niasse et pratiquement toute la gauche sénégalaise, sans oublier la société civile, c'était un groupement justement de personnes, de partis, de coalitions et de mouvements qui se donnaient chaque jour rendez-vous à la place de l'Obélisque, à l'esplanade justement de la ville de Guédiawaye, à Thiès ou ailleurs dans le Sénégal pour dire non à la 3e candidature. Nous avons perdu pratiquement 14 citoyens sénégalais, des citoyens dignes. Et aujourd'hui, pratiquement, ce sont leurs familles qui se retrouvent, en tout cas, dans la torpeur, dans le regret pour avoir perdu certains de leurs proches, parce que ce débat ne devait même plus véritablement être posé au Sénégal, parce que tout simplement on se dit qu'à partir de 2012, effectivement, le président avait soutenu dans le Yoonu Yokkute, si j'arrive au pouvoir, ce ne sera pas pour construire des autoroutes et des routes, c'est véritablement pour restaurer l'état de droit. La restauration de l'état de droit voudrait que l'on ait une démocratie véritablement vivante. Parce qu'en 2007, monsieur Dieng, si vous vous souvenez bien, après avoir quitté la présidence de l'Assemblée nationale, il a été le premier à avoir dit attention à ces fichiers. Donc c'est toujours le même dispositif qui revient par rapport justement au contenu, aux orientations justement politiques. Maintenant que la famille libérale se retrouve, en 2007 il a changé les fichiers. Oui, que la famille libérale se retrouve, je crois bien que ça peut être compréhensible parce que c'est des gens d'une même sensibilité politique qui travaillent à se retrouver. Moi j'ai toujours soutenu qu'au Sénégal, il était anormal que l'on décréta justement la mort des idéologies politiques. Si aujourd'hui, Abba Mbaye ne se sent plus social-démocrate, si l'autre ne se sent plus libéral, il n'y a plus de conviction par rapport aux actions que l'on mène sur le terrain de la politique. Il est impératif qu'aujourd'hui, comme il travaillait Moustapha Niasse à partir de 2007, en recevant M. Robert Sagna du RSD-TDS, en recevant feu M. Djibo Leyti Ka, en recevant d'autres ténors de la famille social-démocrate pour dire qu'il était impératif que cette grande famille puisse se retrouver à nouveau. Je crois bien qu'aujourd'hui, au Sénégal, il nous faut impérativement savoir quel homme politique est en face de nous et quel homme politique est en mesure de nous proposer des axes programmatiques, mais avec une conviction citoyenne et un engagement patriotique à même de bâtir et de rebâtir justement notre démocratie, à même de nous donner une économie fiable et viable, à même de lutter contre la prévarication, contre la corruption, contre les détournements des deniers publics, contre l'enrichissement illicite, à même de pouvoir aider les jeunes à pouvoir trouver un emploi décent, à même de pouvoir construire des infrastructures hospitalières de haute facture, à même d'aller dans le sens d'inclure et d'imposer de manière inclusive des réformes justement qui vont intéresser la marche des différents pouvoirs exécutifs, parlementaires et judiciaires, afin que le Sénégal puisse véritablement s'ériger en petit dragon en Afrique, comme c'est le cas de Botswana, comme c'est le cas des Seychelles, comme c'est le cas de plusieurs autres pays que nous avions dépassé, je dis bien de 100 ans au moment des indépendances
l'indépendance, mais malheureusement aujourd'hui, nous sommes toujours un pays pauvre qui se cherche, un pays pauvre très endetté, et par la faute de qui? Par la faute justement de ces politiciens qui ne font que de la politique politicienne et qui ne se nourrissent que de la politique. Alors justement, je retourne vers vous, Monsieur Dieng. Est-ce qu'on s'intéresse vraiment à ces questions essentielles telles que la relance économique ou encore l'éducation, la santé? Parce qu'on a l'impression que de part et d'autre, que ça soit la majorité ou l'opposition, que vous êtes tous en train de faire de la politique. On a vu le président de la République par rapport à ses alliances. Du côté de l'opposition également, on parle de large front. Attention, tout est politique dans la vie. Mais tous les actes que vous posez, dans le cadre de la construction de la cité et de vos convictions... Même dangereux de ne pas faire de la politique à ce qu'il Très dangereux. Ça, c'est un. Donc, même pour gouverner, il faut développer une démarche politique. Il faut avoir une vision politique. Il faut avoir un programme politique. Il faut avoir une stratégie politique. Ce n'est pas de cette politique-là qu'on parle qui est mauvais. Ce qui est mauvais, c'est la politique politicienne. Et c'est ça qui est dévoilé par nos oppositions de façon générale. Même nous, quand on est dans l'opposition, quelquefois on parlait parce que tout simplement il fallait gêner l'adversaire. Aujourd'hui, nous sommes devant une situation particulière qui est la situation économique et sociale du monde d'abord et de notre pays ensuite. Nous sommes devant une maladie qui écrase tout le monde. Et ça, c'est extrêmement important. Nous sommes au niveau des frontières poreuses où les djihadistes sont en train de menacer nos tiroirs. Je pense qu'il y a des facteurs essentiels sur lesquels, si les Sénégalais ne comprennent pas qu'il faut s'unir sur l'essentiel, ils n'ont rien compris. La politique, elle doit être au poste de commande en toutes choses. Pas la politique politicienne. Je dis la politique. C'est-à-dire que quand tu as une conviction, et tu l'as très bien dit, j'ai fait une anecdote. En 2012, je suis allé voir les militants d'Andedjeuf PADS de Landing Savané pour leur demander de venir avec nous dans la coalition parce que je suis un ancien d'Andedjeuf. Ils nous ont dit non, nous allons vers les socialistes. Nous allons partir avec Tanor parce que nous sommes des socialistes. Cette conviction est rare. Et aujourd'hui, tu as parfaitement raison. Il faut reconstruire les engagements autour d'une conviction. Les jeunes politiques, les jeunes qui viennent à la politique n'ont pas de conviction. Ils suivent des gens. Ils répètent ce qu'on leur demande de répéter. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour un pays. C'est pourquoi il faut encourager les retrouvailles autour des idéologies. Pas des idéologies dans l'ancienne formule, mais idéologies logées dans une vision, logées dans un programme économique et social, logées dans une stratégie politique. Et c'est ça qui reste essentiel. D'idéologie, c'est peut-être à cause aussi des politiques, parce qu'on le voyait du temps, on parlait encore de l'école des partis, mais maintenant on n'en parle même plus. Justement, nous avons eu des difficultés à ce niveau, dans le cadre de la formation de ce que j'appelle, moi, la relève politique dans ces pays-là. C'est vrai, ils parlent de parti socialiste, ils parlent d'Andedjeuf, mais aujourd'hui, ces partis sont devenus des partis où les habitudes ont été perdues totalement. Parce que ceux qui sont revenus pour reprendre la place n'ont pas été formés à la bonne école. Donc, ce qui fait que, moi, je pense qu'il faut que les gens fassent très attention. Dans la situation politique actuelle, je l'ai dit partout en disant, le premier enseignement qu'on doit tirer de cette pandémie-là, c'est que l'égoïsme ne doit plus gouverner le monde. Il faut que ça soit très clair. Et quand on dit l'égoïsme ne doit pas gouverner le monde, ça signifie que le solo ne marche pas. Il faut des grands ensembles. Il faut de grandes équipes. Et c'est dans cette logique que s'inscrit la stratégie politique du président depuis qu'il est élu. Depuis même qu'il a quitté le PDS, il s'est engagé dans la brousse. Il est allé vers tout le monde. Et sa stratégie, c'est la réforme et l'ouverture. Benno Bokk Yakaar, quel mouvement, quelle coalition a eu autant d'années d'existence de vie depuis que ce Sénégal est Sénégal? Nous sommes là depuis très longtemps. Donc il faudrait qu'on soit raisonnable et qu'on regarde les choses en face, qu'on ne mette pas en avant des ambitions mal cachées pour dire des choses qui ne correspondent pas à la vie et aux ambitions des Sénégalais. D'accord. Et je peux terminer, madame. Oui, allez-y. C'est un appel que je lance. Ce pays-là, c'est notre pays à nous tous. Il y a des choses que personne ne viendra le faire pour nous. Si on ne peut pas s'asseoir, de par notre histoire, autour de l'arbre à palabres, discuter et trouver des solutions, ça ne signifie pas que tout le monde sera d'accord, mais que l'essentiel soit concentré sur les intérêts des Sénégalais, pas sur nos intérêts crypto-personnels. Je veux prendre le pouvoir, je veux remplacer Samba, je veux être ici. On ne va pas s'en sortir et les Sénégalais ne nous le pardonneront pas. Et ma conclusion, c'est que je suis convaincu et je n'ai pas de doute. La décision que prendra le président, ce sera la décision dans l'intérêt des Sénégalais et dans l'intérêt du Sénégal.
D'accord. Alors, il a parlé d'ouverture. D'une autre part aussi, quand on parle de l'opposition, on a vu le président Khalifa Ababacar Sall qui est en train de faire des concertations. On parle de large front par rapport à l'opposition. Est-ce qu'on peut croire aujourd'hui à ce large front? D'abord, redonnons un peu de cohérence aux choses. Je ne peux pas accepter que dans ce pays, que les gens puissent parler de l'opposition d'une certaine manière. On est dans un pays qui a voté une constitution où on a voulu constitutionnaliser le rôle de l'opposition, la place de l'opposition. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut une opposition forte, une opposition qu'on respecte. Et dans ce pays-là, c'est pour ça qu'on doit veiller beaucoup à tous ces gens qui prennent la parole. Dans ce pays-là, il nous manque des gens qui analysent la société, qui nous permettent de comprendre l'évolution des choses. Vous savez, aujourd'hui, par la force des choses, vous prenez un pays comme la France, c'est pas la gauche qui est au pouvoir, c'est pas la droite, c'est un mouvement qui est arrivé. Il y a un spécialiste en statistique qui a voulu étudier le phénomène. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il a commencé par étudier la société française. Il s'est rendu compte que d'abord, ce qui a disparu en France, c'est la matrice catholique de la France. Et en analysant les prénoms, vous avez plus des noms comme Christian, comme Marie. Vous avez des noms, ils sont issus de la mondialisation, des Donovan, des Kylian ou des choses comme ça. Et il a continué son analyse jusqu'à arriver à la conclusion pourquoi la matrice gauche-droite a explosé. Aujourd'hui, on ne peut pas analyser ce pays en disant qu'il faut faire revenir les doctrines ou les doctrines politiques sans comprendre l'évolution de la société. La société sénégalaise est en train de changer, elle change complètement, elle change radicalement et on a besoin de comprendre cela. Pour répondre à votre question, aujourd'hui nous sommes dans un temps de recomposition politique. Il y a des politiciens majeurs qui ont fait un choix que personne ne peut comprendre. Le président Idrissa Seck, pour moi, le tribunal de son acte, c'est la population. Nous sommes, nous, dans l'opposition, dans un temps de réorganisation, dans un temps de discussion, dans un temps de débat, dans un temps de préparation pour faire face aux combats qui sont en face de nous. Ce sont les élections locales, ce sont les élections législatives et ce sont les élections présidentielles. Ne nous trompons pas. Nous sommes dans un quinquennat. Nous ne sommes pas dans un septennat, nous sommes dans un quinquennat. L'année prochaine, en 2021, théoriquement, nous avons des élections locales. Il nous faut avoir la date. On n'a pas de lisibilité à ce niveau-là. C'est une incertitude, c'est un flou. 2022, on a des élections législatives. Quand est-ce qu'elles auront lieu? Personne ne sait, personne ne peut le dire. Comment on peut parler de démocratie si on n'a plus de calendrier électoral? Et enfin, on a des élections présidentielles en 2024. N'oubliez pas qu'on vote le 3e dimanche de février. Rien que le processus de parrainage prend 4 mois. Donc, on est déjà dans 2023. Oui. Donc, à partir du premier trimestre de 2023, on sera dans le calendrier de la présidentielle. Donc, si on accuse l'opposition d'être tout le temps dans la pratique politique, je pense que c'est un mauvais procès. Il faut dire au président de la République de travailler à la lisibilité du calendrier républicain, que les choses soient figées, qu'on respecte les choses et qu'on donne plus de transparence à notre démocratie. Ce qu'il est en train de faire dans notre démocratie est inacceptable. C'est pour ça qu'on est en train de nous organiser et nous apporterons la réponse qui va. Vous êtes en train de vous organiser, mais que répondez-vous à ceux-là qui soutiennent que c'est des alliances peut-être contre nature et que ça n'ira nulle part parce que justement, ces opposants vont se heurter à des chocs d'ambition? Il n'y a plus d'alliance contre nature. Parce que la nature aujourd'hui, elle a horreur du vide d'abord. La nature nous oblige aujourd'hui à nous organiser, à se solidaire. Quand il s'agit de se battre pour le Sénégal, quand il s'agit de faire face, il n'y a pas de nature différente. Aujourd'hui, on sait s'organiser. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir une lisibilité dans l'opposition. Moi, je suis convaincu, et je l'ai toujours dit, que depuis les élections législatives, quand moi j'ai vu ce qui s'est passé dans les élections législatives, les investitures qu'on a vues, quand j'ai vu l'élection présidentielle comme elle s'est déroulée, comment vous pouvez comprendre que le président, le candidat à l'élection présidentielle, qui comprend l'enjeu de Dakar, qui organise sa campagne pour faire 3 jours à Dakar, vous avez le candidat de l'opposition qui est soutenu par le maire de Dakar, qui arrive à Dakar le dernier jour de la campagne dans l'après-midi. J'ai compris que ces gens-là étaient en discussion depuis longtemps. Aujourd'hui, on sait qui est de l'opposition et qui ne l'est pas. C'est un premier pas et on va se construire à partir de ça. Mais très vite, hein, et par rapport à l'opposition, je crois bien que depuis la tenue de la dernière élection, le président Macky Sall est dans une période sabbatique parce que faisant face, quoi qu'on puisse dire, à une opposition responsable, à une opposition qui ne casse pas, à une opposition quand même qui n'est pas dans les insultes, dans les injures, dans les invectives, quoi qu'on puisse dire. Aujourd'hui, plus que jamais, on ne peut pas parler d'alliance contre nature au sein de l'opposition. L'opposition a besoin de se regrouper parce qu'une démocratie forte, c'est également une opposition forte. Est-ce qu'on peut parler de choc d'ambition? Oui, le choc d'ambition, ça ne peut pas manquer. Mais je crois bien que le front dont on parle, je crois bien que l'opposition devra être beaucoup plus intelligente en mettant de côté tout front électoraliste, mais plutôt un bloc pour pouvoir peser sur la balance de la politique au Sénégal, pour pouvoir peser sur la balance des propositions et des décisions à prendre, sur la balance justement des combats à mener.
Dans la coalition Benno Bokk Yakaar, mais on y retrouve des social-démocrates, on y retrouve des libéraux, il y a des trotskistes, il y a des maoïstes, il y a des brejneviens, il y a des gorbatcheviens, etc., etc. Mais pourquoi dans l'opposition, on ne devrait pas avoir justement ce cocktail mais hybride, arc-en-ciel? Je crois bien qu'aujourd'hui, plus que jamais, qu'ils se nomment Khalifa Sall, qu'ils se nomment Ousmane Sonko, Cheikh Bamba Dièye, tous, ils sont assez jeunes et doivent également avoir justement en ligne de mire qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui a gagné Dakar en 2009, qui a regagné Dakar en 2014 face à un ancien Premier ministre et face à des ministres, que cet homme a au moins 50 ans justement de présence dans la scène politique sénégalaise et véritablement former cette task force autour de sa personne pour véritablement aller dans le sens de voir quel avenir se donner et par rapport justement aux prochaines échéances électorales, comment pouvoir faire face à la grande coalition Benno Bokk Yakaar qui se donne les moyens d'être un Real Madrid et que l'opposition aujourd'hui soit véritablement dans une dynamique de former un Barça à côté. Mais l'un dans l'autre, c'est le Sénégal qui gagnera parce que nous avons besoin d'un pouvoir qui gouverne, mais nous avons surtout besoin d'une opposition forte. Aujourd'hui, l'opposition ne devrait pas se sentir quelque part, en tout cas, pointé du doigt par justement le seul maître de séance de la coalition Benno Bokk Yakaar. L'opposition ne doit pas se sentir menacée, bien au contraire, par rapport au dialogue national et politique, par rapport aux différents consensus obtenus et par rapport aux gages pris par le président Macky Sall devrait aller dans le sens de redonner justement la plénitude de ces décisions et véritablement de ces comment dire, à Khalifa Sall et à Karim Wade, et c'est la conséquence directe, je dis bien, de ce dialogue, c'est la conséquence directe de cet entrisme qu'on a constaté. Mais tant qu'il y aura cette épée de Damoclès sur la tête de ces deux messieurs, je crois bien que c'est la politique au Sénégal et au véritable sens du terme qui en pâtira. Alors, il nous reste peut-être moins de 5 minutes, alors on va y aller très très vite. J'ai juste 2 questions peut-être pour vous. Justement, votre regard par rapport à ce large front de l'opposition, est-ce que vous y croyez déjà? D'une autre part également, la suppression des villes, parce qu'on a vu, ça a fait un tollé, les propos du ministre Omar Gueye. Bon, tout d'abord, ce que je veux dire, moi je pense que l'opposition doit s'organiser, c'est son plein droit et c'est un devoir. Ça c'est un. De deux, je pense que nous n'allons pas aider l'opposition à s'organiser. Elle n'a qu'à s'organiser. Mais en toute responsabilité, nous avons fait des choix. Nous les ferons courir pour l'intérêt des Sénégalais. Et ça, c'est essentiel de comprendre. Et c'est pourquoi nous sommes élus. C'est ça notre cheval de bataille. C'est pas pour ce que l'opposition pense ou bien ce qu'un opposant cagoulé pense. Donc cette question de 3e mandat, c'est les opposants cagoulés qui en parlent avec l'opposition qui veulent distraire la cité. Et vous avez parfaitement raison. Il faut, jusqu'à preuve de contraire, il faut faire confiance à celui-là qui est la seule personne intéressée par ce débat. Deuxième chose. Oui. Madame, je pense que il ne faudrait pas qu'on ait peur des réformes. Vous voyez, il l'a dit tout à l'heure. Le président de la République a dit, la santé, vous avez bien travaillé. Mais il y a des choses, des réformes à faire. Et si vous ne les faites pas, je ne donne pas l'argent. Il faut qu'on s'engage à faire des réformes dans ce pays. Parce que souvent, il y a un débat qui est posé, je ne suis pas d'accord. Vous dites que c'est les politiciens qui tiennent ce pays en otage. Ce n'est pas vrai. C'est l'administration sénégalaise qu'il faut démembrer. Je l'ai toujours défendu. Oui, absolument. Ça. Partout où tu vas, et je peux le défendre partout. Les différentes difficultés que nous avons, c'est au sein de notre administration. C'est-à-dire que nous avons une administration archaïque. Il faut la moderniser. Absolument. Aujourd'hui, tous les blocages, c'est au niveau de l'administration. Archaïque et politisé. Archaïque, c'est-à-dire que c'est parce qu'il est archaïque qu'il est politisé. Imaginez-vous si aujourd'hui la digitalisation était rentrée dans l'administration. Est-ce que quelqu'un peut bloquer un dossier sans pour que moi, premier responsable, que je le sache? Mais où est-ce qu'on va mettre justement le projet de dématérialisation de... Non, il est en cours, justement. C'est ça. Ce sont les goulots d'étranglement et les pesanteurs qui bloquent ça. Billahi. J'ai eu un débat spécial avec le président sur cette question-là. Lui-même, il sait qu'il y a des pesanteurs qui bloquent ce processus. Et quand on arrivera à ce processus, vous allez voir, les politiciens ne peuvent rien dans l'administration. Les politiciens n'ont aucun poids en dehors de ce qu'ils disent, que ça soit vérité ou pas vérité, mais le mensonge ne peut pas transformer la vérité. D'accord. Ni il ne peut pas transformer la réalité. Alors, vous parlez de... C'est l'administration notre problème. Vous parlez de réforme par rapport à la ville, mais d'aucuns aussi parlent de politique. C'est justement par rapport à cette question politique qu'on pense à supprimer les villes. C'est une question qui est éminemment politique. D'abord, il parle de problème de l'administration. Vous enfermez l'administration dans une instabilité. Comment on peut comprendre qu'une institution comme la ville de Dakar, qui a des engagements financiers
auprès des banques, auprès de ses partenaires. Aujourd'hui, c'est Cheikh Diallo qui sort qu'il faut un statut spécial. Demain, c'est le Haut Conseil qui dit qu'il faut élire le maire par décret. Et aujourd'hui, le ministre qui sort. L'administration ne peut pas travailler dans un contexte où rien n'est stable, rien n'est clair. Et je pense qu'il appartient au président de la République de travailler à beaucoup plus de lisibilité dans ce qu'il appelle des réformes. Il n'y a pas de réforme dans ce pays. La seule réforme qu'on a eue, c'est l'acte 3 de la décentralisation et c'était une moitié de réforme. Par rapport à la ville de Dakar, on ne peut pas parler de la capitale en ces termes-là. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que Dakar n'a pas sa raison d'être au vu du code des collectivités locales. Parce que le code des collectivités locales dit qu'il n'y a que 2 échelons de collectivité, la commune et le département. Ce qui est d'abord archi faux, puisque le code, en ses articles 167, reconnaît l'existence de la ville. L'article 28 reconnaît l'existence de la ville. Donc aujourd'hui, le ministre a totalement tort de dire ce qu'il a dit, parce que son objectif au bout, c'est de faire en sorte que Dakar devienne un département. Or, ce n'est pas la même fiscalité. Si Dakar devient un département, Dakar n'aura pas plus de 500 millions de budget parce que Dakar recevra le fonds de dotation de la décentralisation. Or, si Dakar reste ville, Dakar recouvre la contribution économique locale, c'est-à-dire la fiscalité économique payée par les entreprises. Et qui fait que Dakar, aujourd'hui, a voté hier un budget de 58 milliards. Mais Dakar, c'est la capitale du Sénégal. Dakar, c'est 55% du PIB. Dakar, c'est 80% des activités économiques. Dakar, c'est une vitrine internationale. Pourquoi aujourd'hui on accueille les Jeux Olympiques? Donc, on ne peut pas reculer comme ça en arrière. On avance d'un pas, on recule de 20 ans et ça, c'est plus acceptable. D'accord. Alors, il ne faut pas avoir peur des réformes. Il faut changer. C'est dans la dynamique qu'on se développe. C'est dans la vérité qu'on se développe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Abdoulaye, merci pour ces analyses. Chers téléspectateurs, je vous retrouve juste après.